Livre premier, les pacifications consulaires. Chapitre premier, l'organisation consulaire. 1. Le consulat provisoire. 2. La constitution de l'an 8e. 3e, mise en activité de la constitution. 4. Les conseils d'État et les ministères. 5. L'administration départementale. 6. Nouvelle hiérarchie judiciaire. 7. Réorganisation administrative des finances. Premier, les consulats provisoires. La loi de 19 Brumaire en 8e 10 novembre a servi de constitution à la France de 11 novembre au 25 décembre 1790. Elle n'avait pas été votée dans des conditions très régulières et elle ne devait sa légalité qu'en fiction du coup d'État, mais elle fut presque régulièrement observée. Elle instituait provisoirement une commission consulaire exécutive de 3 membres et 2 commissions intermédiaires de 25 membres chacune, élues dans les conseils des anciennes et les conseils des sanctions. Les consuls de la République française étaient en commission investis de la plénitude du pouvoir directorial. La loi nommait d'abord les citoyennes Sié et Roger Ducos, ex-directeur, et en 3e lieu, les citoyennes Bonaparte, général. Sans doute, Sié espéra-t-il garder les prééminences. Mais dès que les 3 consuls se réunissaient pour la première fois, le 20 Brumaire 11 novembre au Luxembourg, dans la salle des directeurs, une discussion s'éleva qui fut que 3 accords, mais de singulière gravité. Les consuls se donneraient-ils un président? Ils décidèrent de non pas nommer, mais que les fonctions en seraient remplies alternativement chaque jour par l'un d'entre eux, suivant l'ordre du roulement alphabétique. Bonaparte fut ainsi le premier consul du genre et Sié perdit sa primauté. Monsieur, vous avez un maître qui veut tout faire, c'est tout faire et pour tout faire, aurait-il dit le soir à ses amis. Le mot n'est pas authentique, mais il est exact. Sié ne représentait une force avant le 18 Brumaire que parce qu'un certain nombre de députés se groupaient derrière lui. Le coup d'État avait comme dépassé son but et la dispersion inattendue des assemblées par la force armée affaiblissait le parti des Brumairiens. Bonaparte, au contraire, voulait commander. Il était né chef. Il n'avait que 30 ans et sa popularité était immense. La gloire était pour lui celle de la jeunesse. Depuis 6 ans, il avait pris aux armées l'expérience pratique des affaires. Et la veille, les soldats et les officiers venaient de marcher pour lui. Sitôt installé au Luxembourg, il assuma sur la direction de l'armée et de la marine, tout en participant activement aux affaires civiles et financières.
Quant à Réginald Ducos, il louvoyait silencieusement d'essier à Bonaparte. Comme le directeur, le consul en secrétaire qui fut Marat. Ils réorganisèrent les ministères, concevèrent combat serré à la justice et Fouché à la police générale. Ils nommèrent Berthier à la guerre, Godon aux finances, puis la place à l'intérieur à quelques jours plus tard. Talleyrand de relations extérieures est forfait à la marron. Les ministres ne se réunissaient pas entre eux, mais ils se rendaient au palais national des consuls de la République française. Soit au jeu régulier du travail des portefeuilles, soit en audience extraordinaire. Au début de leur première séance, les consuls avaient renouvelé le serment de fidélité à la République, une et indivisible, fondée sur l'égalité, la liberté et le système représentatif. Ils les rappelèrent dans une proclamation au pays 2 novembre et demandèrent la même semence aux ministres, puis à tous les fonctionnaires publics 16 novembre. Dans ces rapports avec les commissions intermédiaires du corps législatif, les consulats avaient l'initiative des mesures à prendre sur tous les objets urgents des polices, des législations et des finances. Les 2 commissions devaient statuer sur les propositions formelles et nécessaires de la commission consulaire exécutive et la commission des sanctions discutées par initiative avant la commission des anciennes à qui revenait l'approbation finale. Les 2 commissions se réunirent au palais de conseil dont ils étaient les suppléants. Elles délibérèrent à huis clos, mais publièrent les procès-verbaux et elles se partagèrent chacune en 3 sections de législation, des finances et des constitutions pour l'examen des questions qui leur étaient soumises par les consuls pour la préparation d'un code civil et pour l'étude des changements à apporter à la Constitution, car théoriquement, la Constitution de l'an 3e n'était que suspendue puisque le corps législatif devait se réunir de plein droit le 20 février 1800 à Paris dans ce palais. Telle fut l'organisation du gouvernement consulaire provisoire. Sous les couverts de la Constitution de l'an 3e, elle en est comme la réduction simplifiée. Aucune difficulté sérieuse n'en gênait le fonctionnement. Paris fut indifférent. La Révolution n'avait pas accoutumé les esprits au respect de la légalité et d'ailleurs on connaissait mal les incidents de 19 Brumaire à Saint-Cloud. Bonaparte répondait qu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat et l'on croyait d'autant mieux à la légende du stylet que personne n'osait les démentir. Les Soissons étant députés exclus des conseils souterrains, elles en chantaient pendant quelques jours de couplets contre les Jacobins. Les royalistes se disaient très satisfaits et que le consulat était en acheminement à la restauration. La police les fit taire. Aux armées, la misère était si grande et la désorganisation si profonde que la nouvelle du coup d'État laissait les esprits indifférents, sinon dans une réserve hostile. Dans une demi-douzaine de départements,
des faibles velléités des protestations s'esquissèrent pour la défense du gouvernement directorial. Toulouse bougeait, puis s'étant cueilli quand le général fit sauter ses soldats. À l'imitation des parlementaires de l'ancien régime, le citoyen Barnabé, président du tribunal criminel de Lyon, refusa d'enregistrer la loi du 19 mai, mais ses collègues opéraient la transcription à Barnabé, prévenu des forfaitures, fut envoyé en surveillance à Orléans, d'où il revint 4 mois plus tard. D'autres fonctionnaires furent révoqués, le nombre n'étant pas 50 pour toute la France, et encore y avait-il parmi eux peut-être autant que concussionnaires et donc capables et des complices des chouans et des partisans de l'anarchie. Bref, les coups d'État ne causaient ni grande joie, ni résistance efficace, on attendait. Les consuls, prêts à tâche de maintenir l'ordre et le calme. Le 13 novembre, ils faisaient rapporter la loi devant 4 messideurs en ce 12 juillet 1799. Ils permettaient de prendre des otages parmi les parents des migrants, les ci-devant nobles et les contre-révolutionnaires notoires dans le département oriental des troubles civils. Ceux-là, même qui avaient eux à souffrir de la révolution, vivaient ainsi sous la menace des mesures arbitraires qu'autorisait la loi maintenant les rassurait. Plus tard, dans l'avant-dernière séance, le 24 décembre, les commissions votèrent une loi d'après laquelle le gouvernement pouvait autoriser le retour en France sous tel mode de surveillance que lui paraîtra convenable de tout proscrit nominativement condamné à la déportation sans jugement préalable par un acte législatif. Les consulats annonçaient donc une politique de réparation en faveur des contre-révolutionnaires et des victimes de la révolution.